Bonjour. Dans l'Antiquité, le végétarisme prônait déjà l'immoralité de manger de la chair morte. Mais il le faisait au titre de la métempsychose, c'est-à-dire de l'existence de l'âme humaine et de sa présence dans les réincarnations animales. Aujourd'hui, son rejeton, si on peut dire radicalisé, on en discutera, s'appuie sur la philosophie qu'on appelle antispéciste. S'agit-il d'une naturalisation de l'homme? On en discute avec notre invité, François Jacquet. Au programme de la culture, un roman qui fait parler en cette rentrée, Dors ton sommeil de brute avec Noémie Jean, puis nous resterons sur la question éthique avec Gustavo Freda, qui nous parlera, dans son actualité de la psychanalyse, du débat actuel sur la législation de l'usage sexuel des corps. À tout de suite. François Jacquet, bonjour, bienvenue dans cette émission. Donc vous êtes philosophe, maître de conférences en éthique à l'Université de Strasbourg. Vos travaux portent principalement sur l'éthique et l'ontologie du spécisme, ce parti pris qui consiste à traiter les membres de sa propre espèce mieux que celle des autres. Votre dernier livre, Le pire des mots, est un manifeste moral et argumenté contre le spécisme. Dans notre discussion, pour préparer ensemble cette émission, nous étions curieux les uns et les autres de nos présupposés éthiques qui divergent et curieux de connaître un peu ce que vous en disiez et vous, ce que nous en disions. Donc c'était très agréable. Alors avant d'en venir peut-être au champ plus proprement philosophique, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est constitué pour vous cet objet de recherche? Est-ce que comment ça s'est passé? Et dans quelle mesure il vous engage? Ouais, il m'engage pas mal. Donc, moi, je connais pas mal de gens qui se sont mis à s'intéresser à la question animale, se sont mis à défendre les animaux parce qu'ils ont lu un livre de philosophie. Et quand je réfléchis à ces gens-là, souvent je éprouve un peu d'envie. Je me dis, j'aimerais bien être une de ces personnes, être moi aussi un être de pure raison, mu par la logique des arguments. Bon, c'est pas ce qui s'est passé dans mon cas. Si je me suis intéressé à la question animale, c'est pas parce que j'ai été convaincu par des arguments philosophiques. Là, c'est plutôt le contraire. D'abord, je me suis intéressé aux animaux, et puis ensuite, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à la philosophie. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément encore les animaux, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une rencontre, une mauvaise rencontre, une bonne rencontre? C'était vraiment au hasard d'une rencontre ou d'un ensemble de rencontres. C'était à la fin des années 90. J'étais musicien, je faisais un petit peu de guitare. Et j'ai intégré un groupe de musique dont tous les membres étaient soit végétariens, soit véganes. Et puis ensemble on jouait un style de musique un peu particulier, du metal hardcore, donc quelque chose d'un peu un peu énergique, un peu puissant. C'est quelque chose d'un peu en colère aussi. Et un peu en colère, ouais. Déjà. Et dans le milieu du metal hardcore, là, plus ou moins tout le monde était vegan ou au moins végétarien. Donc il y avait vraiment une espèce de conscience de cette question des droits des animaux. Très souvent, les paroles des morceaux étaient consacrées aux maltraitances infligées aux animaux dans les élevages, dans les abattoirs. Donc c'était vraiment quelque chose d'important dans ce milieu. Et donc, cette rencontre que j'ai eue avec ce milieu du metal hardcore, ça a vraiment été l'occasion d'une prise de conscience. D'un coup, ça m'est apparu comme une évidence qu'il était injuste d'exploiter et de tuer les animaux pour consommer leur chair, leur lait, leurs œufs, etc.
C'était pas quelque chose de très raisonné à l'époque. C'était vraiment de l'ordre plus de l'intuition. C'est ça. Ouais. C'est une intuition qui va chercher à s'étayer dans un second temps sur la philosophie. Exactement. À partir d'un ressenti d'injustice. La morale précède la philosophie. Ouais, peut-être l'affect a précédé la raison en l'occurrence. Oui, c'est vraiment par la suite que je me suis dit, je vais quand même aller regarder si la philosophie a produit des choses intéressantes sur cette question. Puis en effet, elle avait produit des choses intéressantes. Donc là, j'ai découvert les arguments, puis là, j'ai été convaincu par certains d'entre eux. Et vous étiez déjà philosophe à l'époque ? Non, c'est vraiment ce qui m'a amené à m'intéresser à la philo dans un premier temps, et puis par la suite à l'étudier. Mais ça, c'était peut-être une décennie plus tard. Parce qu'il y a deux mouvements finalement. Il y a la branche intellectuelle de l'antispécisme, et puis il y a la branche armée aussi, avec, il faut bien dire, comme dans des actes presque terroristes d'ailleurs. Donc finalement, l'affect mène au passage à l'acte, mais chez vous, ça a mené à la raison. Et donc on va essayer d'étudier ça. Étudions ça ensemble. Alors, peut-être, puisqu'on était sur la question de l'injustice, j'avais peut-être une remarque à vous faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Finalement, le mot justice est un mot qui revient beaucoup dans votre livre. On sent que cette préoccupation est très forte. Alors la justice, elle n'existe pas comme ça en soi. C'est pour ça qu'il y a un ministère. Elle n'est pas dans la nature. Et vous êtes pour une extension du domaine de la justice. Est-ce que, il me semble que c'est une forme très contemporaine de l'idéologie de la justice. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Est-ce que, historiquement, par exemple, c'est le militantisme au nom de la justice pour le droit des animaux est quelque chose qui monte crescendo, ou historiquement... Pierre le rappelait que dans l'Antiquité, pour d'autres raisons, il y avait aussi cette préoccupation. Est-ce que vous... Alors moi, je ne suis pas du tout un historien de la pensée, ni un historien des mouvements sociaux, donc je constate un peu comme vous, mais ça reste assez intuitif, là, qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau là, avec des mouvements pour la justice sociale, peut-être ces 50 dernières années ou 70 dernières années, quelque chose comme ça. C'est un retour en tout cas de l'idéologie. Oui, mais par rapport à ce que vous disiez sur la notion de justice, où ce qu'on demanderait au fond, ce serait l'extension de la justice, je pense que vous avez en tête une notion juridique de ce que c'est que la justice, mais il y a aussi une notion morale de justice. En un sens, on peut dire que, par exemple, l'esclavage était injuste même quand il était légal. Donc du point de vue juridique, il n'était pas injuste, il n'était pas contraire au droit, mais il était quand même injuste moralement parlant. Donc je pense qu'on est aussi dans cette situation-là par rapport à l'exploitation des animaux. Évidemment, personne n'affirme que l'exploitation des animaux est injuste au sens juridique, au sens où elle serait illégale, mais on affirme qu'elle devrait être injuste dans ce sens-là parce qu'elle est déjà injuste au sens moral du terme. Oui. Vous venez de faire une analogie justement avec le racisme, avec l'exploitation des hommes par les hommes. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire plus sur cette analogie qui est fréquemment utilisée pour définir le spécisme ? Le spécisme, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans la littérature spécialisée, il est défini de toutes sortes de façons différentes. Parfois, il est défini comme un comportement, d'autres fois comme une croyance, comme une thèse philosophique. Puis ça, c'est un peu surprenant. Enfin, c'est pas surprenant, mais ce qui est surprenant, c'est que les philosophes ont en fait passé assez peu de temps à discuter, à débattre de comment il fallait le définir. La plupart du temps, ils stipulent juste une définition, et puis ensuite, ils l'utilisent pour démontrer ce qu'ils ont envie de démontrer. Et ça, c'est surprenant parce que normalement, on reproche plutôt aux philosophes de passer trop de temps à essayer d'analyser ou de définir les concepts. Donc, la question « qu'est-ce que le spécisme ?» c'est quand même une question éminemment philosophique. C'est une question qui ressemble à la question qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que la connaissance. Votre réponse ? Alors ma réponse, c'est que on peut. La réponse est un petit peu compliquée. Donc le début de ma réponse, c'est que une définition du spécisme, elle doit satisfaire un certain nombre de desiderata, un certain nombre de conditions. Et il y a une condition qui est centrale. Et c'est là que j'en viens à votre question, c'est qu'une bonne définition du spécisme doit correspondre à une bonne définition du racisme. Okay. Alors là, déjà, j'ai envie de vous arrêter, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui pêche.
comme ça, spontanément. Alors, je n'ai pas le travail derrière que vous avez, bien sûr, mais le spécisme repose sur un attribut biologique, alors que le racisme n'a pas d'appui biologique. Alors, selon ma définition, comme je pense qu'il faut définir l'un comme l'autre, je commence par proposer une définition du racisme, et moi j'ai tendance à définir le racisme comme un traitement inégal causé par la race. Donc ça veut dire qu'on est raciste et on traite certains individus mieux que d'autres et que ce traitement inégal s'explique. La question de Marie, c'est que le racisme n'a pas de substrat biologique, contrairement à ce qui se disait jadis. J'ai bien compris la question, donc je vais y répondre. Et donc par analogie, je pense qu'il faut définir le spécisme comme un traitement inégal causé par l'espèce. Maintenant, ces notions de race dans un cas et d'espèce dans l'autre, on peut les comprendre de façon réaliste, là. Parler de race réelle ou parler d'assignation de race. Alors je pense que dans le cas du racisme, si on est d'avis que les races n'existent pas, on va dire que le racisme consiste en un traitement inégal causé par l'assignation de race. D'accord. Très bien. Mais en fait, si les races existaient, ça serait évidemment une forme de racisme que de discriminer ou de traiter inégalement sur la base de la race réelle. Donc une bonne définition du racisme, elle doit capturer les deux choses à la fois. Donc elle doit dire, c'est un traitement inégal causé par la race réelle ou par la race assignée. Et je pense qu'il faut dire exactement la même chose au sujet du spécisme. C'est un traitement inégal causé par l'espèce réelle ou par l'espèce assignée. Puis vous serez peut-être surpris d'apprendre que de la même manière que la question de l'existence des races est un peu débattue, la question de l'existence des espèces aussi est débattue en philosophie de la biologie. C'est ce que vous faites beaucoup, donc ça c'est une des vertus de votre ouvrage, c'est de mettre ça en évidence. Et vous arrivez à une définition de l'antispécisme qui vient quand même biologiser la question. Et vous essayez d'assigner finalement aux espèces des définitions purement biologiques. En tout cas, la séparation de l'espèce humaine des espèces animales. Ben, je pense que de la même manière que la notion de race est une catégorie biologique, et si les races n'existent pas, ce qui existe, c'est l'assignation à une catégorie biologique. Donc l'assignation à la race, ça demeure une assignation à une catégorie biologique. J'ai la même chose au sujet de l'espèce. L'espèce, c'est une catégorie biologique, et si les espèces n'existent pas, il reste quoi? Il reste l'assignation à une espèce, mais ça, c'est l'assignation à une catégorie biologique. Donc, je dirais la même chose dans les deux cas. C'est une forme d'idéalisation, en fait, de l'espèce. Pas nécessairement, parce qu'on est bien conscient que la chose dont on parle, quand on parle d'espèce, c'est d'une chose biologique. Et je pense qu'il faut dire la même chose au sujet de la race. La chose dont on parle quand on parle de race, c'est d'une chose biologique. Toute la question, c'est est-ce que cette chose dont on parle existe ou pas? Et si la race ou l'espèce n'existe pas, il reste quelque chose. C'est l'assignation à une catégorie qui n'existe pas. Mais cette assignation, elle est bien réelle. Alors, puisqu'on parle de racisme, donc on a parlé de la justice tout à l'heure. Si on parle de racisme, on peut aller sur le terrain de la fraternité. Vous allez sur le terrain de l'extension aussi de la fraternité, quelque part, il me semble. Je ne sais pas si vous le diriez comme ça, en tout cas, bon, ça ne vous dérangerait pas, voilà. Alors, juste, je serais curieuse d'avoir votre réaction par rapport à une remarque de Lacan qui a pris à rebours la question du racisme en disant qu'il n'y a pas de fraternité qui ne repose pas sur une ségrégation. Et que donc il vaut mieux le savoir parce que trop de fraternité emportera dans ses bagages avec elle une nouvelle ségrégation. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de ce... Disons, ça me semble être une thèse empirique, et j'ai pas les connaissances empiriques pour trancher cette question de façon définitive. Là, c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. J'espère que c'est pas le cas. En tant que thèse empirique, c'est une thèse descriptive sur le fonctionnement de la psychologie humaine. Peut-être qu'on a besoin de se constituer une tribu pour pouvoir bien traiter les membres de la tribu, et que ça suppose de moins bien traiter ceux qui n'en font pas partie. Peut-être que c'est le cas. J'espère que c'est pas le cas. Si c'est le cas, c'est pas sûr que ça justifie quand même
de privilégier les membres d'une tribu ou de penser de façon aussi tribale. Non. Effectivement, la seule chose, c'est que ça permet de donner une petite souplesse aux notions, de rendre un peu moins idéale toute idée peut-être de fraternité et de justice, parce qu'alors, en voulant être absolument juste ou fraternel, eh bien, on risque d'engendrer autre chose de pire. C'est juste l'idée. Peut-être que ça nous impose d'être un petit peu flexible, mais disons quelqu'un qui mobiliserait ce genre d'idées pour justifier un racisme assez extrême, qui supposerait de traiter vraiment les membres de notre race beaucoup moins bien que les membres de sa race, ça fonctionnerait pas. Ça ne justifie pas. Donc, il faudra distinguer entre ségrégation et racisme, en effet. C'est des questions sur lesquelles on pourra poursuivre après la chronique Écho de la culture qui vient maintenant. À tout de suite. Jean, vous nous arrivez tout droit de Rennes, où vous exercez la psychanalyse, et vous allez nous parler d'un livre de Carole Martinez, qui a un très beau titre. Oui, Dors ton sommeil de brute, qui est un vers de Baudelaire, qui est puisé dans l'un de ses poèmes des Fleurs du Mal, qui s'appelle Le goût du néant. Alors les lecteurs de Carole Martinez retrouveront son style onirique, mais l'imaginaire qui traverse ce livre est vraiment empreint du discours de la science. Il est contemporain du discours de la science. Elle convoque des mythes religieux, des contes et des fables animiques qui rappellent l'angoisse qui a saisi le monde au moment de la pandémie mondiale. Et ce livre est une invitation à donner forme à l'angoisse en soi, et c'est aussi une fenêtre sur la tâche qu'il revient à chacun de traiter, soit la rencontre avec l'énigme de la mort et celle de la vie. Alors, le livre reprend la thématique du virus, mais de manière assez métaphorique, puisqu'il met en scène une mère et sa fille, Eva et Lucie, prénoms des 2 premières femmes de l'humanité, qui fuient leur conjoint et leur père violent. Et elles partent s'isoler dans une maison éloignée de la civilisation. Et donc, parallèlement, un rêve contamine les enfants du monde, et un à un, ils vont être touchés par une vague qui suit la rotation de la Terre. Et donc, le virus du rêve se manifeste d'abord par un cri insondable, puisqu'il produit un silence, le silence des enfants qui ne peuvent rien dire de leur rêve au réveil. Et ironiquement, Eva est neurologue spécialiste du sommeil. Et donc seul le lecteur a accès à ces songes qui sont inspirés des 10 plaies d'Égypte infligées par Dieu dans l'Ancien Testament au peuple égyptien qui maintenait en esclavage les Hébreux. Donc là, une des plaies, le virus, c'est un rêve. Tout à fait. Un cauchemar même ? On pourrait dire ça, oui, puisque ça résonne avec l'épisode Covid, où les enfants étaient très peu impactés par le virus, mais ils étaient tout de même un vecteur, ce qui pouvait susciter angoisse et culpabilité. Et c'est la force de ce récit de narrer les rêves qui affectent les enfants et qui fait résonner comment les corps sont traversés par la langue, et aussi la place de la transmission et le statut de l'enfant. Parce qu'il n'y a rien de plus singulier qu'un rêve, mais pourtant il est composé de signifiants qui précèdent le rêveur, qui datent de bien avant sa naissance. Et un enfant naît contaminé par la langue, et son statut d'objet en fait une caisse de résonance du discours de l'inconscient, et dont son corps est captif, Et Eva, d'ailleurs, dont la profession ne lui est d'aucun secours pour traiter l'énigme de l'existence, en témoigne assez bien dans une question où elle se demande quel enfant elle a voulu sauver du père, est-ce sa fille ou l'enfant qu'elle a été elle-même. Il y a un autre point que soulignent les rêves, c'est la dimension de la perte, puisque les rêves qui assiègent le corps des enfants sont semblables à des fléaux qui menacent aussi la civilisation. Et ils soulignent comment la vie et la mort sont indissociables.
Et là encore, le statut d'objet de l'enfant dans le désir rend compte de ce nuage obscur. Et le désir d'Eva en témoigne, puisqu'il se constitue, quand elle a peur pendant sa grossesse, de perdre ce qu'elle éprouve alors comme un parasite dans son corps et qui devient un enfant potentiel. Et elle se dit d'ailleurs que porter la vie la rapproche de la mort. Alors, vous parlez à plusieurs reprises d'être captif, de captivité. Est-ce que c'est un parallèle avec les épisodes du confinement ? On peut le voir comme ça, parce que la crainte des rêves, dans le roman, produit des mouvements de masse de la population, une sorte d'exode. Et donc c'est aussi la force de ce récit de montrer comment les corps sont pris dans le discours. Et c'est d'ailleurs l'envers, comme le souligne Lacan, de l'habeas corpus. Et d'ailleurs, tous les personnages au début du roman sont isolés. Et il y en a un qui est toujours branché sur sa radio, qu'il appelle sa compagne. Et je trouve que ça rappelle l'espace interplanétaire peuplé des gadgets de la science et des ondes, que Lacan nomme la léthosphère, qui avait permis aux astronautes de rester en contact au moment de l'accident de la fusée Apollo 13. Et c'est un récit qui nous fait aussi nous rendre compte qu'il s'agit de ne pas être trop captif du discours de la science, puisqu'il cherche une cause, une causalité, mais il est bien en peine de lire un tel événement énigmatique qui produit un trou dans le discours, comme il lui est impossible de découvrir toutes les lois qui régiraient l'univers ou d'abolir le hasard, ce qui fait dire à la romancière que deviendrait alors la poésie. Merci Noémie. Et en effet, sans la poésie, avec la science comme unique boussole, au fond, comment définir la morale ? On en revient à la question qui nous occupait, votre finalement désir d'objectiviser quelque chose, des choix que nous avons à faire. Au fond, est-ce que c'est pas à l'ère de la science qui permet de se poser ces questions ? Finalement, on avait le luxe de ne pas se les poser peut-être avant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un symptôme contemporain, cette question finalement de vouloir peut-être naturaliser l'homme ou humaniser les animaux ? Peut-être ça pose la question de cette différence entre les hommes et les animaux qui est vraiment au cœur de votre ontologie au début de votre ouvrage. Alors la question de la différence entre les hommes ou les humains et les animaux, ça c'est une question qui est en effet au cœur de l'ouvrage. Parce que si on comprend le spécisme comme un traitement inégal fondé sur l'espèce, se pose la question de savoir si ce traitement inégal peut être justifié. Et il semble qu'une condition pour qu'il soit justifié, c'est qu'on puisse identifier une différence entre d'un côté les humains, de l'autre les animaux. Et donc, on a besoin d'identifier un genre propre de l'homme, mais il ne faut pas que ce soit n'importe quelle différence. Là, il faut que ce soit une différence qui soit moralement significative, qui soit de nature à justifier un traitement inégal. Alors là, vous mettez le doigt sur une différence qui est souvent mentionnée, qui est le sens moral, qui est clairement présent chez les humains. Les humains se posent des questions morales puis essayent d'y répondre. On n'a pas vu les animaux écrire des livres sur le traitement des sur qui peut sauver la morale, puisqu'il passe à l'écran en ce moment. Les animaux n'ont pas l'air de se poser ce genre de questions. Mais je pense qu'on ne peut pas s'appuyer sur cette différence-là pour justifier le spécisme. La première raison, c'est que même si c'est vrai que la plupart des humains sont capables de faire ça, et c'est peut-être vrai qu'aucun animal en est capable, il y a aussi des humains qui sont pas doués de sens moral, peut-être parce qu'ils sont mentalement handicapés ou parce qu'ils sont trop jeunes. Là, c'est évident qu'un bébé de 3 mois, il n'est pas capable de réfléchir à des questions morales. Donc, si on pouvait justifier quelque chose avec cette différence-là, ce serait de privilégier certains humains par rapport aux animaux, mais par la même occasion, on justifierait de privilégier certains humains par rapport à d'autres. Donc on n'aurait pas justifié le spécisme à proprement parler. On n'aurait pas justifié la discrimination selon l'espèce. Ça rejoint la question que Marie posait tout à l'heure sur la volonté de ne pas faire de discrimination, de ne pas faire de ségrégation, une volonté d'universalisme. Que faites-vous des travaux de Lévi-Strauss ? Parce que Lévi-Strauss, en mettant en avant la prohibition de l'inceste comme
un facteur qui est au-delà du biologique, qui débiologise quelque part le phénomène. Enfin, en mettant en valeur la prohibition de l'inceste, il en fait un facteur social positif, si vous voulez. Et du coup, il permet de penser la transmission au-delà de la question morale, il me semble. La question qu'est-ce que je fais de Lévi-Strauss, la réponse c'est pas grand-chose parce que je l'ai pas lu. C'est vraiment une tradition de pensée qui est assez éloignée de celle dans laquelle je travaille. Et puis pour l'heure, je suis pas sûr de bien comprendre la position de Lévi-Strauss quand vous. Bien, il me semble que dans ce que j'en ai compris, en mettant comme facteur positif la prohibition de l'inceste, au-delà de l'ensemble et de la diversité des sociétés humaines, il fait de la prohibition de l'inceste quelque chose qui dépasse, qui est hors champ du biologique, si vous voulez, qui débiologise la question de l'espèce humaine. Et du coup, il permet, en faisant un facteur social positif, il permet de penser la chose sans venir mettre la question morale, mais comme un facteur social. Enfin, je vous dis ce que j'en ai moi, j'aurais demandé. plutôt pensé que, alors sans m'être penché sur ce qu'a écrit Lévi-Strauss, mais j'aurais plutôt pensé que la prohibition sociale de l'inceste s'expliquerait facilement par la biologie. Non, justement. Oui, mais justement, donc il semble que Lévi-Strauss n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas dans la littérature que moi je connais, là, souvent la littérature sur l'inceste qui est mobilisée en éthique, c'est plutôt des explications biologisantes via la théorie de l'évolution. Ça nous fera une autre émission, un autre sujet d'émission. On a des réactions très négatives vis-à-vis de l'inceste, c'est simplement parce que les descendants de relations incestueuses s'en sortent pas très bien dans la vie et que donc il y a comme un affect négatif vis-à-vis de l'inceste qui aurait été sélectionné par l'évolution et puis qui ensuite se manifeste dans la condamnation morale de l'inceste et probablement dans la condamnation sociale de l'inceste. Là, il me semble qu'on a une explication assez plausible de la condamnation de l'inceste. Je pense que si je vous rejoins, c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec la moralité de l'inceste. Je pense que ce que ça montre, c'est que les raisons pour lesquelles on condamne l'inceste n'ont rien à voir avec le fait que l'inceste serait immoral, parce que l'évolution, la sélection naturelle ne se soucie pas de morale. Elle sélectionne des traits, des réponses affectives, puis peut-être des croyances morales indépendamment de leur vérité. Donc j'y vois là aucune raison de condamner moralement l'inceste, mais néanmoins c'est quand même une explication différente apparemment de celle de Lévi-Strauss, là, si je la comprends bien. Okay. Oui, au fond c'est la morale comme un effet de l'évolution. C'est en tout cas certaines croyances morales comme l'effet de l'évolution, puis ça je pense qu'on n'y échappe pas, là, c'est sûr que l'évolution a aussi façonné des réactions affectives, puis que nos croyances morales, nos intuitions morales sont très souvent elles-mêmes façonnées par nos réponses affectives. Donc je pense que la sélection naturelle, l'évolution a un impact clairement sur le contenu de nos croyances morales. Maintenant, comme cet impact, c'est plutôt une influence dont on voudrait se méfier, puisque comme on disait, l'évolution elle-même, elle se soucie pas de morale. Donc si elle nous fait avoir telle croyance plutôt que telle autre, c'est pour une raison qui a rien à voir avec la vérité de ses croyances. Donc il faudrait, dans la mesure du possible, se méfier des croyances qui sont influencées par l'évolution. Mais on espère qu'on a par ailleurs d'autres croyances morales qui elles-mêmes n'ont pas été façonnées par l'évolution. Par exemple, la croyance selon laquelle il faut traiter tous les individus de façon impartiale. Bon, ça, on a peut-être un petit peu plus de difficulté à l'expliquer avec la sélection naturelle. Donc c'est une intuition, une croyance morale qu'il faudrait peut-être prendre plus au sérieux que celle qui nous enjoint à condamner l'inceste, par exemple. En fait, j'essaie de retenir, enfin de voir là où j'arrive pas à vous suivre, mais parce que j'essaie de comprendre au fur et à mesure. Au fond, le rapport il me semble que vous mettez entre le corps et l'homme ou l'animal, c'est un rapport d'être. Il me semble que vous faites vous faites équivaloir
l'être au corps. Est-ce que c'est ça? Non, ça serait plutôt le contraire. Là, je pense que le corps est pas tellement important. Et précisément, je pense que la seule différence qu'on puisse identifier entre tous les humains d'un côté et tous les animaux de l'autre, c'est une différence qui n'est que biologique. C'est l'appartenance à une espèce plutôt qu'à une autre. Et je pense que ça n'a vraiment aucune importance morale. On ne peut pas justifier de traiter certains mieux que d'autres. Ça a peut-être une influence morale que de dire ce que vous venez de dire, qui est quand même un point fort. La seule différence entre l'espèce humaine et les autres espèces animales est d'ordre biologique. Est-ce que, disant cela, ça n'est pas une position idéologique très forte, qui est une biologisation qui fait basculer quand même le poids du côté du biologique versus du côté naturel versus le côté culturel? Alors le point que je voulais faire, c'est pas que la seule différence entre l'espèce humaine et les autres espèces est biologique. Mon point, c'est que la seule différence entre tous les humains, tous les individus humains, tous les membres de l'espèce humaine et tous ceux qui font pas partie de cette espèce-là est l'espèce, et l'espèce, c'est une chose biologique. Alors souvent, on croit qu'il y a plein d'autres différences. On mentionnait tout à l'heure le sens moral, la conscience de soi, la rationalité. Vous citez tout ça, et la conscience, etc., qui ne sont pas forcément le rasoir d'Occam pour séparer l'homme des animaux, des autres animaux. Par contre, le langage, la façon d'habiter le langage, pour vous, finalement, ça n'est pas si important. Ben, je pense qu'en fait, on rencontre exactement le même genre de problème avec la façon d'approcher le langage qu'avec d'autres caractéristiques comme le sens moral ou la rationalité. Même si on concède que la plupart des humains ont un rapport particulier au langage, peut-être qu'ils sont les seuls à avoir un langage à proprement parler, les animaux n'ont pas ce genre de rapport au langage, ou peut-être qu'ils n'ont pas de langage du tout à proprement parler. Il reste que certains humains n'ont pas ce rapport au langage, puis sont même pas capables de langage du tout. Alors c'est ça, c'est sur le fait qu'il y ait une exception. Donc vous citez les enfants, des handicapés mentaux ou des sujets déments ou séniles, sur le fait qu'il y ait une exception dans une classe, des exceptions d'individus, des individus qui s'acceptent de certaines caractéristiques de classe, vous inférez de ça que finalement la classe ne tient pas, que ces individus-là, au fond, du fait qu'il y ait une exception dans une classe, eh bien la classe ne tient pas. Elle n'est pas si différente d'une autre classe. Si je vous comprends, c'est ça. Non, si vous voulez, la classe, si vous voulez appeler la classe l'espèce, il y a des particularités à l'espèce humaine par rapport à d'autres espèces. Une des particularités, c'est que l'espèce humaine est en majorité constituée d'individus qui ont un langage, puis peut-être un rapport particulier au langage, puis ça, je le concède volontiers. Mais mon point concerne le spécisme qui consiste à discriminer des individus, à traiter des individus mieux que d'autres. Et traiter un ensemble d'individus mieux qu'un autre ensemble d'individus, ça suppose d'identifier une différence entre tous les membres de l'ensemble du premier ensemble et tous les membres du second ensemble. Tout tient sur le tous. C'est ça. Et ça, c'est important. On ne peut pas justifier de traiter tous les membres d'un groupe mieux que tous les membres d'un autre groupe. Quelle que soit la cause de l'exception. Sur une propriété qui n'est instanciée que par la majorité des membres du premier groupe. Quelles que soient les raisons de l'exception, de fait que certains individus s'acceptent de la classe. Qu'ils soient jeunes, immatures, abîmés ou malades. Si la caractéristique qu'on veut mobiliser pour justifier un traitement préférentiel, c'est, mettons, un rapport particulier au langage, ça ne peut justifier un traitement préférentiel que pour ceux qui possèdent ce rapport. Mais ça fait tomber cette caractéristique pour la majorité. Du coup, la caractéristique des humains qui est d'avoir un langage dans lequel ils sont pris d'une manière particulière, qui est différente des animaux, selon nous, finalement, cette distinction par rapport aux animaux, elle tombe du fait qu'il y a des exceptions. Mais c'est pas la distinction qui tombe. Donc il y a des individus qui instancient cette caractéristique, cette propriété-là, ils ont ce rapport particulier au langage. Cette distinction, elle existe là entre ceux qui possèdent et ceux qui possèdent pas. Mais elle ne Simplement, elle n'est pas coextensive avec l'espèce. Elle n'est pas coextensive avec les individus qu'on aimerait traiter mieux que les autres. Et si c'est le cas, elle peut pas être justifiée pour, elle peut pas être utilisée pour justifier traiter ces individus. C'est le cœur de votre argument. C'est ça. En effet. C'est le tout fermé. C'est le tout, c'est ça. C'est le tout fermé. C'est la conception d'un tout qui n'exclut rien. Dans l'espèce doit être une classe qui doit être un ensemble fermé. Si ce qu'on veut justifier, c'est de traiter les membres d'une espèce mieux que les autres, il n'y a pas d'autre choix que de trouver une différence qui est instanciée par tous et seuls les membres de l'espèce. Vous l'avez bien expliqué, je crois. Peut-être pour terminer, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, juste un petit mot sur le titre de votre livre, Le pire des mots. Oui, Quel est le pire des mots? Est-ce que c'est espèce?
Le pire des mots, ouais. Alors, c'est pas le pire des mots MOTS. C'est le pire des mots MAUX. Ouais. Et donc l'idée, c'est bel et bien que le spécisme est le pire des mots. Alors ça, on peut le voir vraiment comme une réaction, une objection qu'on nous oppose souvent, nous autres défenseurs des animaux. On nous dit vous choisissez mal vos priorités. Puis souvent, on répond de manière un peu conciliante que non, il n'y a pas besoin de choisir entre les priorités. On peut être végétarien et lutter contre la faim dans le monde, ou peut-être militer contre l'homophobie et en même temps contre le spécisme. Mais je pense qu'il y a une autre réponse possible, puis qui est un peu évidente si on prend au sérieux les arguments que je présente dans le livre, c'est que non, on choisit très bien nos priorités. L'idée selon laquelle on choisit mal nos priorités présuppose clairement que le spécisme est une injustice moins grave que celle dont sont victimes les humains. Cette idée, à mon avis, est pas tenable si on prend au sérieux les arguments que je présente dans le livre. La thèse principale du livre, c'est que le spécisme est injuste pour la même raison que le racisme. Et ça a une implication super importante, c'est que, toute chose égale par ailleurs, le spécisme est aussi injuste, aussi immoral que le racisme. Et par toute chose égale par ailleurs, je veux vraiment dire que le spécisme est aussi immoral qu'une forme de racisme qui ferait autant de victimes que lui et qui ferait autant de mal à ses victimes. Les victimes du spécisme, c'est quelque chose comme 1000 milliards d'individus qui sont tués chaque année, qui ne sont pas seulement tués, là, ils souffrent passablement avant de mourir. Donc c'est assez difficile d'imaginer une forme de racisme qui ferait autant de victimes et qui ferait autant souffrir ses victimes. Mais je crois que si on fait l'effort d'imaginer ça, on n'échappe pas à la conclusion que cette forme de racisme sera le pire des maux qui ait jamais existé, la pire des injustices qui ait jamais existé. Donc la conclusion logique, c'est que le spécisme est le pire des maux qui ait jamais existé. Espèce 2, c'est une injure. Et espèce 2 est une injure. Le capitaine Haddock, il dit espèce de coloquinte à la sauce de anthracite, je crois, par exemple. Entre autres. Entre autres. C'est vrai. Alors c'est vrai que l'argument numérique, là, pour le coup, ça nous fait vraiment une objectivité mathématique indiscutable. Ouais, mais ça c'est quelque chose d'assez consensuel, de dire qu'il faut tenir compte des nombres en éthique. Peut-être une manière assez jolie d'illustrer ça, c'est le dilemme du tramway, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Vous avez un train dont les freins ont lâché, ou un tramway dont les freins ont lâché, et qui se dirige sur une voie sur laquelle se trouvent 5 ouvriers qui n'ont pas le temps de réagir, ils vont mourir si vous faites rien. Mais par chance, il y a un petit levier à côté de vous, vous pouvez actionner le levier et dévier le train sur une deuxième voie sur laquelle il n'y a qu'un ouvrier. La plupart des gens disent, là vous avez vraiment une bonne raison d'actionner le levier, c'est une bonne chose, ça serait moralement acceptable, même peut-être moralement obligatoire d'actionner le levier. La seule explication de pourquoi ça serait une bonne chose d'actionner le levier, c'est que c'est mieux de causer la mort d'une personne que de laisser mourir 5 personnes. On en revient à la ségrégation. Sauf que là, c'est animal et humain sur les deux voies. Oui, précisément, mais le corps du livre consiste à argumenter que ça, c'est pas une différence. C'est sûr que si on compare uniquement des chiffres, à ce moment-là, c'est facile de faire que 5 est supérieur à 1. Par contre, si ce sont des objets différents, là intervient toute la dimension du langage et qui rend les choses beaucoup plus confuses. S'il y avait 5 cailloux sur la voie, ça serait une mauvaise chose de dévier le train sur la voie où il y a un ouvrier. 5 petits veaux et un être humain, allez. Mais tout le point du corps du livre, c'est de montrer que le fait qu'on ait affaire à des humains ou à des animaux, ça, en soi, ça ne change rien. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc les animaux ne sont pas comme des cailloux. Exactement, c'est bien clair. Le pire des mots, ça signe votre engagement. Ouais, on peut dire ça. Voilà. Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous. Donc nous accueillons maintenant pour la rubrique suivante, Actualité de la psychanalyse, Gustavo Freda. Bonjour Gustavo Freda. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous exercez à Paris et vous êtes venu nous parler d'une question éthique et une question aussi juridique, contractuelle, très contemporaine. Et vous parlez sous le titre du « Au-delà du principe du contrat ». Absolument, absolument. Alors, est-ce que notre corps nous appartient ? À lire la presse aujourd'hui, la réponse penche plutôt pour l'affirmative. Chirurgie esthétique, intervention lourde pour maigrir, tatouage, piercing, gestation pour autrui, transition de genre. Mon corps m'appartient et je fais de lui ce que je veux. Il est à moi, c'est mon droit. Ce qu'on entend dire qui prétend toujours
les sujets modernes. Mais qu'est-ce qu'en est-il lorsque cette question touche au domaine sexuel? Eh bien, sur ces domaines particuliers, épineux, les positions semblent au contraire un peu moins unanimes. C'est un euphémisme. Absolument. Absolument, vous avez raison, c'est un euphémisme. Et pour certains auteurs concernant la prostitution, par exemple, le corps ne m'appartient pas. Le corps n'est pas l'objet de la toute-puissance de la volonté, et dans ce sens, je ne peux pas faire, nous ne pouvons pas faire de ce corps une marchandise, je ne peux pas faire de ce corps ce que je veux, et l'exercice de la prostitution n'est pas un métier, et s'il l'est, ce n'est pas possible de le considérer comme un métier comme les autres. Une vision contraire, une vision dissidente défend l'idée, par exemple, que si la prostitution est le résultat d'un choix adulte, rationnel et conscient, cet exercice peut devenir un métier. Ainsi, on découvre les courants prohibitionnistes et les courants contractualistes, les défenseurs libéraux des pratiques sexuelles, dont certaines pratiques sexuelles assez extrêmes, au nom du contrat, et les opposants aux dites pratiques au nom de la défense de la dignité humaine. Disons que pour tous les auteurs que nous avons travaillés, telle une pyramide inversée, l'analyse se concentre sur un point précis. Qu'est-ce que le contrat permet de consentir? Consentir à quoi? Eh bien, c'est justement toute la question, Pierre. D'ailleurs, lorsqu'un psychanalyste s'aventure sur ce territoire bibliographique, un double sentiment l'affecte. D'une part, le fait de s'initier à une acculturation salutaire, parce que ce sont des choses que nous ne lisons pas en général, sauf si on est intéressé, donc on apprend beaucoup. Et d'autre part, la question beaucoup plus profonde, en quoi notre discours, notre doctrine peut participer au débat, ou sinon, qu'est-ce que la psychanalyse peut apporter à la réflexion. Or, précisément, la psychanalyse a quelque chose à dire sur la question du consentement quand celui-ci est écrit dans le cadre d'un contrat, et surtout la psychanalyse peut nous aider à comprendre, surtout quand il s'agit de la prostitution ou des pratiques sexuelles extrêmes. Par exemple, deux personnes passent un contrat. Peu importe la nature de l'objet, le contrat ici les valide. Il est indifférent que le consentement validé par le contrat concerne un consentement sexuel. Ici, il n'y a aucune exceptionnalité du sexe. Dans cette transaction, la décision des acteurs concernerait, dans le cas de la prostitution, un service tarifé censé satisfaire les désirs du client, et dans le cas des pratiques sexuelles extrêmes, une expérience inédite, non tarifée, ayant comme fin une meilleure, disent-ils, et plus équitable distribution du plaisir. Et si elles ne sont pas tarifées, est-ce qu'on pourrait parler de contrat et non de plaisir? Justement, merci, c'est le point. Ce que les défenseurs de cette pratique extrême argumentent, c'est que pour eux, il s'agit de jouir et de faire jouir d'une manière particulière non tarifée, généralement non admise par les bons goûts et les mœurs de la société, mais qui peut s'écrire dans un contrat, et même si ces pratiques sont atypiques, rien n'empêche qu'elles soient complètement légales. Alors, le problème c'est, et c'est ça dont notre focale commence à exercer une sorte de zoom avant. Le problème, c'est comment savoir, ce sont des questions que seulement la psychanalyse peut se poser d'ailleurs, comment savoir que ce que les clients cherchent et comment être sûr que ce qu'un des contractants ambitionne est clairement déterminé. On serait même tenté de proposer, au contraire, comme hypothèse de travail, et que toute transaction qui convoque le corps d'autrui, au nom du sexe, est nécessairement dans l'impossibilité
de garantir a priori une distribution satisfaisante du plaisir. C'est l'opacité de ces moments que les auteurs que nous avons travaillés avoisinent, sans pouvoir pour autant arriver à l'éclairer, selon nous. À la place, tous, ils dénoncent que dans tout contrat, tarifé ou non tarifé, ce dont il s'agit, in fine, c'est la volonté d'obtenir un consentement à la soumission de l'autre qui nécessite un pouvoir total d'agir sur son corps, c'est-à-dire aussi, en même temps, simultanément, une abolition de son statut de sujet. Et donc c'est là que la psychanalyse a quelque chose à dire, je suppose. Voilà. La psychanalyse permet, je pense, de rendre précisément compte du voile. La psychanalyse en général a le courage de pousser un peu le voile, ce qu'on lui reproche d'ailleurs, du dispositif contractuel. La psychanalyse permet précisément de rendre compte du voile du dispositif contractuel. Arrêtons-nous sur un moment précis. Celui qui suit les contrats et inaugure l'acte. La mise à disposition d'un corps ne garantit pas que le plaisir convoité sera obtenu. Cela, le contrat ne peut pas l'assurer. Néanmoins, le contrat fait croire au contractant qu'en prenant possession de l'autre, la jouissance lui sera garantie. Il fantasme que le corps de l'autre, que dans le corps de l'autre, que le corps de l'autre est le réceptacle de la jouissance promise, parce que le corps est le semblant par excellence de la possibilité, de la croyance, de l'existence, de la réalisation sexuelle. Donc, au client ou au contractant, il pense qu'il ne lui reste, une fois les contrats signés ou payés, et qu'il ne lui reste qu'à la prendre, qu'à la faire sienne. Plus encore, comme il a payé pour elle, il pense que la dite jouissance lui est une marchandise qui lui revient de droit. Le sujet exige la jouissance qu'il croit logée dans le corps de l'autre. Sauf que, et c'est là où nous avons quelque chose à dire, la jouissance échappe. La jouissance lui échappe. Voilà le concept que, telle une lampe de poche, permettrait d'éclairer le sous-texte des contrats incluant l'usufruit préalable, tarifé ou non tarifé. C'est que nous pouvons dire la jouissance échappe. Elle échappe aux performances pour la capter, pour la fixer. Elle échappe à la cécie, à la maîtrise. Et quand l'individu dupe prétend la convoiter aveuglement et persévère dans sa volonté de l'attendre, parfois il l'attend sans la chercher. Et quand il ne l'attend pas, il est déçu. Même lorsqu'elle est éprouvée, c'est le grand enseignement de Lacan, la jouissance est évanescente et la capacité de rétention minimale. Les organes humains ont une capacité minimale de rétention de la jouissance. Il peut ainsi que le client rancunier de sa perte ou le contractant de la pratique extrême rancunier de son ratage va récupérer ce qu'il croit être son dû, pour lequel il a payé, pour lequel il a signé. Et là, dans cette quête soumise à son propre échec, il peut agresser le corps de l'autre. C'est là qu'on voit beaucoup dans cette littérature, la agression du corps de l'autre, dans cette volonté infinie à la recherche de la jouissance qui lui échappe. C'est là le côté sauvage et le côté aveugle de la jouissance quand elle n'est pas civilisée. Inéluctable. Ah non, c'est pas du tout inéluctable, ce n'est pas la position de Lacan. La psychanalyse est un peu optimiste pour une fois ? La psychanalyse, elle n'est pas ni optimiste ni pessimiste. On va voir à la suite de la proposition de Lacan comment la psychanalyse peut avancer sur des terrains parallèles qui ne sont pas ni optimistes ni pessimistes, ils sont réalistes, mais parfois c'est vrai que la psychanalyse nous réserve de très belles surprises. Vous me demandiez si c'est inéluctable, ce côté incivilisé de la jouissance. Là, c'est un tout petit peu un déterminisme sauvage. Non, ce n'est pas la position de Lacan. Dans les séminaires d'Yves Langoisse, qui parle beaucoup de
de la question de la jouissance et son côté évanescent, Jacques-Alain Miller a titré le chapitre 13 Aphorisme de l'amour. Voilà, ce n'est pas pour rien. Et c'est dans ces chapitres-là que Lacan affirme cette phrase qui nous a tellement fait travailler, qui nous a tellement plu, et que c'est un aphorisme comme seulement Lacan a pu nous laisser tant qu'on a passé des heures et des heures à travailler. Seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir. Seul l'amour. Et là, on comprend mieux pourquoi l'amour et le capitalisme, l'amour et la prostitution, l'amour et les exercices des pratiques sexuelles extrêmes ne font pas bon ménage. L'amour et le capital, l'amour et l'argent, pas bon ménage. Bon, c'est ce que promettent pourtant les applications de rencontre du rapport sexuel. Eh bien, vous venez de le dire, elles promettent. C'est juste, elles promettent l'amour. C'est une promesse. Et vous n'êtes pas sans savoir que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, comme disait... Ceux qui les croient. Que ceux qui les croient, comme disait un grand homme politique français. C'est un grand enseignement. Je disais, l'amour permet certes une rencontre de corps, mais en général, l'argent n'est pas une condition de l'amour. Au moins, elle vient s'inscrire en faux, l'amour, par rapport à la logique que j'essayais de vous apporter. Signalons pour finir que la formule lacanienne ne définit pas l'amour ni comme une essence, ni comme un affect. Il a une fonction. La phrase dit « il permet », il fait condescendre au désir. L'amour limite et transforme la jouissance. L'amour chez Lacan est avec la jouissance et avec le désir. À l'opposé de la solitude tonitruante, à l'opposé de la solitude solipsiste, de l'un tout seul de la jouissance, la psychanalyse optimiste ou pessimiste nous propose une trajectoire à trois, un concert à trois, un dialogue à trois cordes, jouissance certes, mais aussi amour et désir. Gustavo Freda, merci. Nous allons rester sur cette note de musique. Oui, c'est promesse. Nous arrivons à la fin de cette émission Studio Lacan. Merci à nos invités et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à vous. Ah.